Bonsoir Jérémy Bayou. Bonsoir. Merci d'être l'invité de Stade Bleu en ce dimanche soir. Si je vous dis, parce que je sais que dans le milieu de la voile, ça se dit pas trop, que vous faites partie des meilleurs navigateurs du monde. Ça vous agace, ça vous fait plaisir, ou c'est un peu vrai quand même, même si vous êtes quelqu'un de très discret et si vous n'aimez pas trop en parler. Ça se fait pas trop de dire ça. Ça se fait pas trop, hein. Mais vous êtes conscient que vous faites partie des meilleurs. Quelque part, oui. Ouais, bah je suis conscient que dans l'équipage de Dongfeng, je vois à côté de moi que ce sont probablement effectivement les meilleurs au monde, et que si peut-être je suis dans cette équipage-là, c'est que je suis pas très loin de ces garçons ou de ces filles-là d'ailleurs, puisqu'on a des filles à bord aussi. Alors justement, on va en parler de cette course qui sort de l'ordinaire, mais est-ce que vous êtes aussi conscient que vous êtes pour l'opinion publique une sorte de héros des temps modernes, que c'est pas Platini, c'est pas Maradona, c'est pas Zidane, je veux dire c'est pas Barcelone. Vous faites partie des sportifs de très haut niveau parce que vous vous entraînez ou vous êtes un petit peu à part. Vous faites rêver les gens, Ouais, quelque part. je pense que dans cette ère de communication, d'image, qu'on essaye aussi de mettre en œuvre beaucoup sur nos bateaux, de montrer des choses spectaculaires parce qu'on voit et on vit des choses spectaculaires. De temps en temps, de ne pas donner de nouvelles, d'avoir un petit peu d'imaginaire autour de nos traversées, de nos tours du monde. Ça nous met dans une catégorie un petit peu à part, effectivement. Et je pense que l'imaginaire des gens, surtout en France, est bercé par le Vendée Globe, les routes du Rhum, les courses en solitaire, qui sont des courses pour lesquelles il faut mettre un engagement forcément total. Oui, mais enfin, vous êtes des sportifs quand même hors normes. Qu'on le veuille ou non, vous partez seul ou vous partez en équipage. Je veux dire, vous vivez une aventure où il y a quand même énormément de risques, qu'on le veuille ou non. Ah oui, alors ça vous le savez mieux que quiconque. C'est un sport extrême, hein. C'est vraiment voilà un peu. C'est un choix de toute façon. C'est un sport extrême, et c'est aussi la passion d'être dehors, d'être en mer, sur cet élément-là, et de lutter contre ou de composer avec. On choisit pas toujours, mais on vit notre vie quoi, pleinement. Et moi, pour rien au monde, je ferai autre chose. Alors c'est sûr que aujourd'hui, on est là dans la compétition. Pour aller plus vite, les bateaux sont de plus en plus violents, et physiquement, par exemple, effectivement, il faut être de plus en plus costaud. Donc c'est encore une fois un engagement total. C'est un rêve de gosse. Ouais, ça. Alors oui. Quel est le point de départ? Vos parents, un oncle, une tante, un copain, enfin, comment ça? Il arrive à un moment où vous décidez d'être navigateur. Je veux dire, il y a forcément eu un détonateur quelque part. Alors c'est plus facile d'être breton déjà. Oui, breton, oui, c'est vrai. Voilà. Breton, c'est un gros avantage pour devenir navigateur, c'est vrai. Mais je suis issu vraiment de famille de paysans, et c'est vrai que si moi j'ai 40 ans, si on remonte 40 ans en amont, la terre et la mer, en tout cas en Bretagne, dans le Finistère, c'était deux mondes très différents, quoi. Il y avait les paysans de la mer et les paysans de la terre. Moi, ma famille faisait partie des paysans de la terre. Et mon père, lui, a eu la curiosité d'aller voir du côté de la mer comment c'était, et a construit son propre bateau. Ça a mis 2 ans, hein, puisqu'à l'époque on ne pouvait pas louer un bateau ou acheter une occasion, il n'y en avait pas, donc il fallait construire son bateau. Une fois que le bateau a été construit au bout de 2 ans, évidemment toutes les vacances, tous les week-ends se passaient sur ce bateau, petit bateau de croisière familial, et c'est parti de là, quoi. Alors ce qui est important, c'est que vous allez participer à la Volvo Ocean Race. Alors ce qui est étonnant, c'est que quand on reçoit un navigateur, on pense qu'il part tout seul. Là, vous partez en équipage. Vous partez à combien? Alors on sera 9 à bord. Ce sont des bateaux de 60 pieds, 65 pieds, un petit 20 mètres, qui sont quasiment les bateaux de la même taille que les bateaux du Vendée Globe, mais au Vendée Globe, effectivement, on est tout seul. Et là, on sera à 9. C'est une course qui dure 9 mois. C'est un tour du monde avec escale. Et on a un réservoir de 13 marins à notre disposition dans l'équipe. Mais à bord seront uniquement concernés 9 garçons et filles pendant chaque régate. C'est très dur aussi, là. Ouais, là, vous partez pour 9 mois quand même, hein. Je veux dire, c'est pas pour un week-end, hein. Non, c'est très différent de l'exercice que j'ai l'habitude de faire, hein, le Vendée Globe tout seul, parce qu'il faut trouver sa place, qu'il faut arriver à se tenir à sa place. Il faut arriver à bien prendre soin de soi, mais en plus à regarder un petit peu comment se comportent les autres et à prendre soin d'eux si besoin est. Donc c'est un exercice
ça reste, encore une fois, des bateaux de la même taille, des parcours dans le même sens, le tour du monde dans le même sens, mais c'est un exercice radicalement différent parce que c'est un équipage. Je vais faire un comparatif avec une équipe de handball ou une équipe de football ou une équipe de basket. Vous êtes le capitaine, vous êtes le leader de ce groupe, si on peut parler comme ça. C'est quelque part là aussi une épreuve collective, et même si la navigation est une navigation solitaire au départ, ça devient un sport d'équipe, quelque part. Ah, ce n'est qu'un sport d'équipe. Et le principe de la Volvo Race, c'est qu'on a tous le même bateau. Donc le développement technique sur le bateau est nul. C'est interdit de développer quoi que ce soit de différent des concurrents. Donc tout se joue essentiellement sur l'humain. Quel équipage, comment le compose-t-on, est-ce qu'on met plus d'attaquants que de défenseurs, qui sont les milieux de terrain, et comment on opère les rotations également, comment on gère les temps forts, les temps faibles. Voilà, c'est uniquement ça, donc c'est très très comparable à n'importe quel autre sport collectif. Le leader, le skipper, c'est Charles Caudrelier, c'est le skipper du bateau. Et effectivement, il a choisi de se reposer sur des garçons qui ont des expériences un petit peu différentes, mais qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de milles au large, comme Stu Bannatyne, qui est néo-zélandais, qui a 47 ans et qui en sera à sa 8e édition de la Volvo Race, donc c'est juste une légende. Daryl Wislang, qui est un autre néo-zélandais, qui a remporté la dernière édition, donc c'était intéressant d'avoir les petits secrets de cette édition précédente à travers son expérience à lui. Et puis Pascal Bidégori, qui est notre basque national, très renommé en solitaire, mais qui était aussi de la dernière campagne avec Charles sur la Volvo. Donc voilà, des gens d'expérience, et puis à côté des jeunes, des Chinois, puisqu'on a un équipage franco-chinois, ou très international en tout cas. On fait de la voile en Chine. On commence à faire de la voile en Chine, et ces trois garçons-là, Black, Horace et Wolf, puisqu'on leur a donné des surnoms, deviennent des légendes en Chine, parce que ce sont des pionniers, et c'est un petit peu aussi le rôle et l'ADN de ce projet Dongfeng, c'est de faire sortir la voile dans ce pays qui est bordé par les côtes. Hein. Il y a un potentiel fabuleux. Et donc ces jeunes arrivent avec leur fraîcheur. Ils savent. Black, qui est le plus jeune du bord, a déjà fait la dernière Volvo, la précédente, et sa vision a beaucoup changé. Il dit la dernière fois, quand je montais sur le bateau, je pensais que j'allais mourir. Et cette fois-ci, j'ai vraiment l'impression d'être un marin. Et c'est toute l'évolution du projet, et c'est toute la qualité de Charles d'avoir réussi à donner confiance à ces gens-là. Alors justement, est-ce que chaque coéquipier, si je peux me permettre de parler comme ça, je veux dire, a une tâche bien précise où ça tourne? Tout à l'heure, vous parliez des milieux de terrain. Il y a des milieux de terrain offensifs en football, il y a des milieux de terrain défensifs. En attaque, en football, il y a des gens qui jouent sur le côté droit, sur le côté gauche, qui jouent dans l'axe. Est-ce que, en ce qui concerne votre équipage de cette compétition, je veux dire, il y a un rôle précis, c'est-à-dire que oui, tout à fait. Il est le patron de son organisation. Ouais, tout à fait. Chacun. Et ça, il faut bien l'expliquer aux auditeurs de France Bleu, parce qu'ils se demandent comment vous organisez votre affaire. C'est très compliqué à organiser. Et le choix des personnages pour que la pièce se déroule. Alors, vous avez choisi les gens, d'accord? Vous nous en avez parlé. Charles a choisi les gens, Charles Caudrelier. C'est pas moi, non. Moi, je viens en tant qu'équipier. Ça fait du bien de temps en temps de n'être un peu qu'équipier. J'ai pas la responsabilité du projet. Vous n'êtes pas un équipier comme les autres quand même. Je me permets de donner mon avis de temps en temps. Voilà. Exactement. Donc Charles est le skipper. Ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que on fait des rotations. Les plus longues étapes vont durer à peu près 25 ou 30 jours. Donc on ne peut pas garder les 9 personnes sur le pont en permanence pendant 25 jours. Donc on fonctionne par quart. On a des quarts de 2. On est mis par binôme et il y a en permanence 4 personnes sur le pont et il y a une rotation qui s'opère. Donc quand on est 4 personnes sur le pont, ça veut dire qu'il faut être hyper polyvalent. Il va falloir à la fois barrer, il va falloir à la fois régler le bateau et à la fois faire des petites manœuvres. Mais dès qu'il y a une grosse manœuvre comme un changement de voile à faire, là c'est tout le monde sur le pont. Et là chacun a son rôle très précis. À chaque manœuvre, chacun a son poste et c'est une mécanique le plus parfaitement huilée pour que la manœuvre se passe au mieux possible. Non mais est-ce que ça arrive par exemple en pleine mer? Non, là ça va pas. On se réunit tout de suite parce que là il y a le feu. Ça peut arriver à un genre de briefing comme ça dans l'urgence? Oui, mais il faut. C'est important de dire les choses, mais il faut choisir le ton. Il faut quand même choisir
le bon moment. On essaie de refroidir un petit peu l'action avant de débriefer, mais voilà, c'est comme sur un terrain, dans la manœuvre ou dans une phase défensive. Le coach au basket, peut-être par exemple, peut venir recadrer un joueur, lui dire voilà, retourne au marquage, quoi. Voilà. Nous, dans une manœuvre, tu as oublié de passer correctement le cordage. Un cordage, Charles qui est à la barre, qui a une vue plus globale de l'équipage, peut dire attention, tu as mal passé ton cordage. Ça, c'est vraiment dans l'action. Après, si la manœuvre se passe mal, on va laisser un petit peu de temps et on va le redébriefer quelques heures après pour pas refaire la bêtise, quoi. Jérémy Bayou, 41 ans, 3e du dernier Vendée Globe. Voilà, j'ai été bien briefé par un de nos spécialistes de la voile, Jérôme Val et Fabrice Rigobert. Quel souvenir vous gardez du dernier Vendée Globe? Il y a des regrets? Non, il n'y a pas de regret. Il y a forcément Parce que 3e, c'est pas la bonne place, hein, quand même. Hein. 4e, ça n'aurait pas été la bonne place. Je pense qu'au final, même si avant le départ, l'ambition c'est toujours de gagner, on connaît les forces en présence. Vous êtes content? Et je suis content, oui. Vu le potentiel du bateau, vu la taille de l'équipe, vu les forces en présence en face, je pense qu'il faut à un moment être capable de se contenter de cette 3e place. Mais surtout, l'idée, c'est de construire sur cette 3e place pour la prochaine fois. Alors justement, monter une ou deux marches. Vous faites bien de m'en parler parce que vous êtes en train de construire un bateau qui sort de l'ordinaire, qui va coûter plusieurs millions d'euros pour évidemment faire le prochain Vendée Globe en 2020. Donc ça veut dire aussi que cette 3e place, bon, vous n'êtes pas complètement satisfait. Ah non, j'étais satisfait. Voilà, ça c'est les circonstances du match. Voilà. Mais là, vous remettez la dose pour gagner. Là, c'est clair. Voilà, c'est un match référence. Voilà. Cette 3e place. Mais j'ai pas envie de faire 3e à chaque fois. Donc la prochaine fois, on essaye avec Charal, mon nouveau partenaire, de mettre toutes les chances de notre côté. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un nouveau bateau. Ça veut dire que sur les bateaux du précédent Vendée Globe, on avait mis des foils. Donc ce sont des appendices qui vont dans l'eau, qui permettent un petit peu de soulever le bateau pour le faire aller plus vite. Mais c'était un petit peu le début de ces appendices-là sur les monocoques. Ça existe sur les trimarans. C'est pas nouveau, mais sur les monocoques, c'était très nouveau. Restait à prouver autour du monde que c'était fiable et que ça allait vite, ce qu'on a réussi à faire. Maintenant, on va faire des vrais foilers. C'est-à-dire que tout le bateau va être adapté autour de cette technologie. Et les bateaux devraient... théoriquement, les bateaux vont aller beaucoup plus vite, donc il nous fallait une nouvelle monture, et ça va être le nouveau monocoque Charal qui va être à l'eau en juillet l'année prochaine. Alors justement, quand on parle de la voile, on fait un comparatif avec la Formule 1, ça va de plus en plus vite. Ouais, Vous en êtes conscient? Ah ouais, moi j'ai vu l'évolution, j'ai 41 ans, j'ai fait mon premier Vendée Globe, je devais avoir 28 ou 30 ans, je me souviens plus. Et dans ces 10 années-là, déjà l'évolution a été fabuleuse. Je pense que ce qui nous permet essentiellement de faire évoluer les bateaux, c'est la qualité des outils numériques. Aujourd'hui, quand on dessinait un bateau, hier, quand on dessinait un bateau, on faisait des essais en bassin de carène, c'est-à-dire qu'on faisait des petites maquettes et on regardait l'écoulement de l'eau en réel, en dynamique sur ces carènes-là ou sur les appendices. Aujourd'hui, on fait tout ça sur ordinateur, par outil numérique, et les outils sont de plus en plus performants et permettent également de passer beaucoup plus de carènes en observation. Donc on a plus de recul, on a plus d'analyse et on a des bateaux plus performants. On a aussi des matériaux, notamment autour du carbone et des carbones de haut module et des résines aussi, qui nous permettent de faire des choses beaucoup plus légères pour à raideur égale. Donc il y a un boom là depuis 10 ou 15 ans qui est assez extraordinaire. Maintenant, à un moment, la limite, ça devient le marin, surtout en solitaire. Parce que les bateaux sont très, très contraignants, ça va très vite, ça fait beaucoup de bruit, c'est très raide. Quand ça va vite, que ça s'arrête, la décélération elle est vraiment très brutale. Donc il faut savoir se protéger, il faut savoir encaisser. Ça dure moins longtemps, vous me direz, mais c'est plus pénible. Donc voilà, ça use le bonhomme quand même. Là, ça va durer 8 mois, votre course, là. Exactement, avec des escales. Oui, non, mais justement, expliquez-moi comment ça se passe, parce que l'auditeur de France Bleu s'imagine que vous partez pour 8 mois. Non, alors qu'en fait, ce n'est pas tout à fait la réalité. La course peut durer 8 mois, mais vous faites des escales. Alors, les escales, c'est pour faire break, c'est pour se reposer, c'est pour améliorer peut-être, un défaut sur le bateau. C'est essentiellement pour réussir à faire vivre la course à travers le monde. C'est une course qui est moins connue en France que le Vendée Globe, on est d'accord.
mais, Ah non, elle est connue quand même. mais elle est connue quand même. Et l'idée, c'est de s'arrêter dans les pays, en fait. Et c'est de s'arrêter, de montrer les bateaux et de partager avec les gens. On a des villages qui sont fabuleux à chaque escale. Sur le principe du Tour de France cycliste, il y a 2 villages qui se baladent autour du monde pour être sûr qu'ils sont là à chaque étape. Même problématique logistique pour toute notre équipe. L'équipe de Dongfeng, c'est 45 personnes, c'est 9 personnes à bord, mais c'est 45 personnes en tout pour gérer toute cette logistique notamment. Et donc voilà pourquoi ça dure 9 mois. Les étapes, c'est Alicante, Lisbonne, Le Cap, Melbourne, Hong Kong, Guangzhou, Auckland, Et Itajaï, vous connaissez ça par cœur, hein. Cardiff, Newport, Cardiff, je connais ça par cœur. C'est pour faire rêver les gens un petit peu. Il fait beau en ce moment, mais quand je vous appellerai de Itajaï au mois de février ou mars, vous serez content d'avoir des nouvelles ensoleillées. Et à chaque escale, il y a des petites courses qu'on appelle des import races qui durent juste 1 ou 2 heures. Là aussi pour faire le spectacle. Voilà, c'est une course où on en prend vraiment plein les yeux. Alors quand je regarde un petit peu votre CV, je m'aperçois qu'il y a la voile, d'accord, mais il n'y a pas que la voile dans la vie. Vous aimez les autres sports, et notamment le football. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est très vrai. Je peux rien vous cacher, surtout au niveau football, j'imagine. Oui. Ouais. Supporter inconditionnel de l'En-Avant Guingamp. Voilà. Exactement. J'ai la chance d'être un peu local, hein, parce que je suis originaire de Bretagne Nord. Et j'ai la chance d'avoir un cousin qui est impliqué dans le club. Et voilà, j'ai ma place régulièrement. Et ils m'ont fait j'ai eu un super cadeau au retour du Vendée Globe. Vous avez donné le coup d'envoi. J'ai donné le coup d'envoi et le COP a scandé mon nom. Je n'imaginais jamais dans mon sport au large entendre scander mon nom. Et il a fallu que j'aille sur un terrain de football pour le COP, qui est le meilleur COP de France, de Guingamp, scande mon nom. Et c'était un moment vraiment fabuleux. C'est une équipe de football, votre histoire, là, quelque part. Ah oui, complètement, hein. Moi, je dis beaucoup que je suis un peu le Matuidi de l'équipage. Quand même. Il faut un milieu de terrain un peu polyvalent, box to box, comme on dit maintenant. Voilà. Voilà, tu ça dis c'est mon grand rôle. joueur, attention, hein. Grand joueur. Je dis ça parce que j'adore le joueur. D'accord. Et que c'est un peu le rôle que j'ai à bord. Et sans être le capitaine, aussi d'être capable d'être quelqu'un qui fédère. Et qui guide notamment les plus jeunes. Ensuite, on a des gens qui sont plus spécialisés que moi. Il y a à bord des gens qui sont les meilleurs, parmi les meilleurs régleurs du monde ou les meilleurs barreurs du monde. On a à bord une fille qui s'appelle Caroline Brouwer, qui est hollandaise, qui est une barreuse fabuleuse, qui barre bien mieux que moi. Donc elle, on essaie vraiment de la préserver pour ça, quoi. Comme dans une équipe, on va préserver le buteur, pas trop le faire courir pour qu'il mette la balle au fond quand il a l'occasion. C'est vraiment le même type de gestion. Alors, par rapport à votre carrière, vous avez une référence, Bernard Hinault. Bah, c'est toujours local. C'est un peu vrai aussi. Il y a un mot que je connaissais pas, c'était opiniâtre. Et voilà, je crois que c'est le qualificatif qui lui correspond et qui me correspond aussi. Ne rien lâcher, être opiniâtre, dur au mal. Bernard Hinault, il incarne tout ça. Ouais. Alors justement, vous êtes passé dans une autre dimension. Je parle du côté popularité. Vous êtes de plus en plus connu. On sait qui vous êtes, etc. Vous êtes passé dans un autre monde par rapport à d'autres sportifs. Vous le savez. Oui, je le sais, je le vois de temps en temps. Vous le vivez comment? Parce qu'au départ, pas. Non, mais au départ, on dit voilà, celui qui est navigateur, il est sur son bateau, il va sur son bateau. Quand il a gagné ou perdu sa course, il rentre chez lui. Il n'est pas dans les trucs bling bling, etc. Il est un peu un état dans l'état. Mais malgré tout ça, vous êtes quand même maintenant ce qu'on appelle des stars du monde du sport. Parce que la voile a évolué. Ouais, c'est difficile parce que justement la voile a évolué, parce qu'on a des partenaires qui forcément ont besoin de visibilité, ils ont besoin qu'on parle d'eux et voilà, Eric Tabarly, c'était Eric Tabarly. Il y a peut-être que lui qui pouvait se permettre effectivement de rentrer à Gouesnard une fois qu'il avait gagné la course. Ceci dit, il a descendu les Champs-Élysées une fois ou deux, de temps en temps, il savait aussi qu'il fallait pas dire non. Mais la problématique, c'est que pour aller en mer et réussir en mer, il faut avoir un paquet d'humilité. Si on n'a pas cette humilité-là, on va se rétamer. Donc, si ça fait pas partie de ton caractère, tu peux pas le faire. Donc voilà, à terre, malheureusement, ça continue à faire partie aussi de mon caractère. Et
et du coup, on ne recherche pas non plus les spotlights, mais on est dessous de temps en temps. Voilà. Alors justement, vous allez partir faire cette compétition qui, je le rappelle, est extrêmement importante, c'est la Volvo Ocean Race. Comment on part? On part tranquille, doucement, on fait attention. Je veux dire, est-ce qu'il y a des calculs? Est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce que vous donnez des conseils au dernier moment, au moment où le bateau s'en va? Non, non. Il y a un réglage. Non, non, ouais, on travaille. Moi, je suis retourné à l'arrivée du Vendée Globe, c'était fin janvier. Je crois que 2 semaines après, j'étais au Portugal avec Dongfeng pour m'entraîner avec cet équipage-là. On y est depuis ce moment-là. Donc ça fait plus de 6 mois qu'on s'entraîne d'arrache-pied. On est prêt et l'idée, c'est d'être bon d'entrée de jeu. Alors, on a fait un prologue la semaine dernière qui s'est pas super bien passé, qui comptait pas, c'est le principe du prologue, mais qui nous a permis d'ajuster des derniers petits réglages de communication, notamment parce qu'à 9, si ça communique pas bien, on a beau avoir les meilleurs abords, ça fonctionne pas. Et je pense qu'on est au point et que notre idée, c'est de sortir en tête de la Méditerranée, voilà, en partant d'Alicante, et d'essayer de marquer des gros points. C'est une course aux points. D'essayer de marquer des gros points tout de suite. Maintenant, on sait qu'on a des concurrents comme les Espagnols de Mapfre qui sont eux également très près, qui font un sans faute jusqu'à présent entre le prologue et l'Inport Race qui a eu lieu avant-hier, qu'ils ont gagné. On voit qu'ils sont au top. On s'est entraîné avec eux, on a choisi un concurrent. Je pense que c'était eux les meilleurs pour s'entraîner. Je pense que les 2 bateaux ont bien progressé. Donc voilà, on a l'ambition de marquer des gros points d'entrée, mais eux aussi, et on aura du fil à retordre avec ces Espagnols. Merci Jérémy Béhioud d'avoir été l'invité de Stade Bleu en ce dimanche soir. Alors écoutez, on ne se connaissait pas, c'est la première fois qu'on se voit, sauf que j'ai un pressentiment, je suis sûr, vous entendez bien, je suis sûr que vous allez gagner. C'est gentil, c'était un grand plaisir en tout cas, merci. Merci Jérémy. Merci. À dimanche prochain.